Bonjour à toutes et tous, merci d'être présents pour cette conférence. Je suis donc Grégory Palaillet et je voulais m'excuser pour mon retard. J'ai eu la malchance de croiser un groupe de CGTistes qui voulaient pique-niquer sur la ligne TGV. C'était une drôle d'idée. Bon, donc ça a mis un petit peu de temps pour que le train arrive à l'heure, mais je suis là, nos invités sont là. Alors, vous constatez aussi qu'on a eu un petit souci avec la délégation féminine qui était prévue aujourd'hui, n'est-ce pas ? Aussi victimes de la grève et aussi d'une angine. Donc on les accumule, mais bon, c'est pas pour ça qu'on va lâcher l'affaire. On va essayer de vous raconter un maximum de choses intéressantes et surtout en interaction avec vous. L'idée aujourd'hui, c'est de parler de la stratégie web marketing, comment on la construit. Et notamment pour être rentable. La rentabilité, c'est un petit peu le Graal pour les e-commerçants. Il y en a assez peu qui l'atteignent, surtout de manière pérenne. Donc s'il y en a parmi vous qui ont des choses intéressantes à dire sur le sujet, on prendra vos questions le plus rapidement possible, puisqu'on va essayer de rattraper un petit peu le temps perdu. Voilà, donc je vais me tourner vers mes invités. On va essayer un petit peu aussi de redonner ces lettres de noblesse au terme stratégie, qui est un petit peu employé à la sauce bullshit un petit peu trop souvent. Voilà, on va essayer de voir un petit peu de manière très pratique, très utile, parce que je pense que vous êtes là pour ça. Comment on peut construire cette stratégie et comment elle peut vous aider au quotidien dans votre métier de e-commerçant. Donc aujourd'hui, moi j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités qui vont pouvoir témoigner sur ce sujet-là. Alors on va commencer par Florian de Bonjour. Bing Ads. Aujourd'hui, Bing Ads, tu représentes la régie de Microsoft. Et puis un petit peu pour te présenter, tu as un parcours dans le digital de plus de 15 ans. Tu as bossé pour l'offre publicitaire de Xbox et puis après chez France Télévisions. Oui, et j'ai commencé chez Orange. Chez Orange. Dans le marketing digital. Ok, donc le média, tu connais bien le sujet. Tu es passionné par le numérique, les technologies, et puis effectivement, tu aimes bien partager et développer des nouvelles opportunités dans ce secteur qui bouge beaucoup. Est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu Bing Ads France, rapidement ? Oui, en 2 mots. Moi, j'ai découvert le search il y a un peu moins de 2 ans maintenant, après un parcours surtout dans le display. Et ce qui est très intéressant dans les moteurs de recherche, c'est qu'on est vraiment sur des connexions réelles et efficaces. C'est pas pour rien qu'on parle de marketing à la performance, parce que tout est mesurable et tout est performant a priori. Et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce nouveau domaine. Bing, en plus, c'est assez peu connu en France, mais quand même déjà une grande histoire de challenger dans le domaine des moteurs de recherche. Et aujourd'hui, c'est 12% de part de marché, enfin 11,5% de part de marché, très exactement, des requêtes faites en France sur moteur de recherche qui sont attribuées donc à Microsoft et à son moteur Bing, qui est désormais un challenger affirmé sur la place. Voilà, on reparlera notamment forcément de Google, savoir comment justement notamment on peut contourner Google par différents moyens. Je lisais hier soir sur un tweet que depuis début 2016, 85% des investissements publicitaires online étaient dépensés sur Google et Facebook. C'est assez impressionnant. Donc effectivement, j'aimerais bien avoir vos avis à tous les deux sur ce sujet. Donc à ta gauche, François de Quanco. Bonjour, oui. Bonjour François. On n'a même pas eu le temps de se dire bonjour tellement je suis arrivé sur les chapeaux de roue. Donc François, tu as débuté dans le conseil et puis dans un petit peu responsable marketing du CIC en 99. Oui, exactement. J'ai commencé par 8 années de conseil en stratégie. Voilà. Puis après, j'ai basculé dans la banque. Et puis, comme j'ai coutume de dire, comme je ne pouvais pas créer ma banque, j'ai fini par me décider à me lancer dans le digital. Voilà. Et donc, en 2003, tu crées le groupe Quanco et notamment la plateforme NetAffiliation en 2004, qui est bien connue des e-commerçants. Exactement. Donc, on a lancé en 2004 la plateforme Quanco, mais aujourd'hui, la plateforme NetAffiliation. Aujourd'hui, le groupe Quanco, c'est un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, une présence physique dans plus de 15 pays et un peu plus de 220 collaborateurs. Et en fait, même si on couvre, je dirais, l'affiliation, qui est notre métier historique, on couvre aussi toute la chaîne de valeur, donc mobile et web, et puis emailing également. À côté de ces activités, tu as un agenda bien chargé puisque tu es membre de la Commission internationale de Croissance Plus. Et tu fais partie du board d'une association humanitaire qui s'appelle SOS Attitude et qui fournit de l'abri d'urgence aux victimes de catastrophes. Exactement, ouais, ça c'est un engagement personnel, mais sur lequel en fait, vous pouvez tous soutenir cette association en allant sur notre page Facebook
et en faisant un like sur la page Facebook, parce qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle personne qui nous follow, finalement, on a une entreprise qui nous fait un don. Donc voilà, là, il y a plus de 150 personnes, donc ça fera 3 € fois 150, ça fera un petit peu d'argent si vous faites ça. Et donc SOS Attitude, c'est une association qui en fait intervient sur les zones de catastrophes naturelles et de guerre pour fournir de l'hébergement d'urgence. Donc vous avez entendu parler du tremblement de terre en Équateur courant avril. Et donc le tremblement de terre s'est déroulé dans la nuit du samedi à dimanche. Et moi, je suis parti dès le lundi matin sur place avec du matériel pour venir en aide aux sinistrés. Ok. Merci beaucoup. À ta gauche, dans le rôle aujourd'hui de Céline et de Laetitia, nous avons Vladimir. Bonjour Grégory. Vladimir, tu vas un petit peu parler au nom de nos 2 e-commerçantes lyonnaises qui n'ont malheureusement pas pu venir aujourd'hui. Donc Céline de Cyclable, qui est un groupe de magasins cyclistes, et puis Laetitia Gabard de BGA Vêtements. Tu les connais bien puisque tu les suis au sein de l'agence Up My Biz, tu connais bien leur business. Donc comment est-ce que tu pourrais pitcher à leur place ? Alors, je vais essayer de rester très impartial puisque voilà, c'est pas moi, Laetitia. Je prends juste 2 minutes pour expliquer ce que fait BGA Vêtements et Cyclable. C'est le moment. BGA Vêtements, c'est une très belle histoire finalement, puisque ça fait plus de 3 ans qu'on accompagne cette société dans son développement, avec au départ 2 secteurs d'activité complètement différents qui étaient la vente de vêtements professionnels et à côté de ça, une activité qui avait strictement rien à voir. Avec un besoin de vérifier qu'il y a un potentiel sur ce marché-là, se positionner parce que c'était pas du tout la culture digitale, et de tout simplement s'organiser après, une fois que le potentiel était validé. Voilà pour Laetitia. Cyclable, c'est une marque de distribution de vélos et d'accessoires pour vélos, de la mobilité urbaine. C'est un réseau de plus de 50 franchises, il me semble. Je n'ai pas le chiffre exact, je vous prie de m'en excuser. C'est un client qu'on suit depuis quelques mois sur différents aspects, notamment l'aspect Web to Store, avec le principe de donner de la visibilité aux magasins via Internet pour le côté vente physique, et également une stratégie particulière sur la vente en ligne de certains produits qui sont les accessoires de vélo. Voilà. Merci beaucoup. Juste pour terminer sur le storytelling de BGA Vêtements, parce que voilà, c'est une société, comme tu l'as dit, très traditionnelle. Et Laetitia, qui était une ex-commerciale, s'est lancée là-dedans. Elle ne connaissait pas du tout le web en 2010. Elle s'est, en fait, comme souvent dans les entreprises familiales, le fondateur, le paternel ne croit pas trop à pourquoi mes produits se vendraient en ligne. Bon, là, c'est en plus du vêtement assez technique. Et bien, il se trouve que ça marche très bien, que le développement est assez fort. Elle a embauché pratiquement une équipe de 6 personnes. Elle est rentable et il y a, c'est vrai, un beau potentiel sur son marché. Et un potentiel qui est encore présent pour la suite, puisque, comme je l'expliquais dans un atelier qu'on donne, les marchés peuvent être en croissance. Donc, s'ils sont en croissance et que vous ne maturez pas avec, vous perdez de la part de marché. Et là, globalement, marché en croissance et en plus de ça, bonne stratégie qui fait qu'on gagne en plus de la part de marché, en plus de cette croissance mécanique. Ok, merci à tous les 3. Donc l'écran nous met un petit peu la pression derrière pour qu'on attaque un petit peu dans le vif du sujet. Voilà, alors avant d'attaquer une stratégie, on regarde tactiquement un petit peu qui on a en face. On fait un bon vieux benchmark assez traditionnel. Et justement, comment ça marche en e-commerce et sur le web ? C'est quoi les outils qu'on utilise pour se bencher à la fois sur le positionnement, sur les prix, sur l'animation commerciale ? Comment très concrètement on peut se servir des nouveaux outils et des méthodologies pour déjà partir en ayant une vision claire de qui on a en face de soi ? Je sais pas ouais. François. En fait, je vais parler à un double titre, à la fois en tant qu'entrepreneur, même si je ne suis pas e-commerçant, et puis après aussi en tant que prestataire, je dirais, de marketing à la performance. Je considère qu'il y a 3 niveaux, en fait. Il y a le niveau stratégique, tactique et opérationnel. Alors si je pars du plus bas au niveau opérationnel, finalement, ce benchmarker avec la concurrence, ça fixe le niveau d'exigence minimum pour pouvoir simplement être crédible sur le marché. Et puis après, quand on remonte la tactique et la stratégie, moi j'ai toujours considéré qu'il fallait viser, le choix c'est différenciation versus
copier la concurrence. Alors bien évidemment, ça va dépendre de son produit, de son marché, de tous ces éléments-là. Concrètement, en termes de stratégie, il est toujours important de se benchmarker par rapport à la concurrence pour justement valoriser ces facteurs de différenciation. C'est ce qui permet du coup de s'appuyer sur ses points forts et quelque part d'appuyer sur les points faibles de ses concurrents. Et puis après, la tactique, c'est là où ça devient plus compliqué parce que c'est là où finalement la notion de différenciation versus copier, c'est bien de copier ce qui marche et de se différencier sur ce qui ne marche pas. Et ça, c'est plus compliqué. Après, si je bascule d'un point de vue plus après campagne publicitaire, quand je veux lancer une campagne à la performance, comment finalement je veux aussi me benchmarker par rapport à la concurrence, là, pour le coup, on va partir des facteurs de différenciation du e-marchand. On va tout de suite analyser quelle est la concurrence sur le marché, sur l'ensemble des acteurs qui font des campagnes à la performance, de façon à se rendre compte comment on va pouvoir positionner l'e-marchand, aussi bien en termes d'offres, de positionnement de valeur ajoutée, de positionnement de prix et de positionnement de rémunération des publishers. Et c'est l'ensemble de ces critères-là où là, on va... donc le fait de regarder la concurrence là, est fondamental pour pouvoir adopter la bonne tactique. Il y a aussi des outils qui permettent de connaître, parce qu'on va vite parler d'allocation de budget, qui permettent de savoir où sont présents, où investissent ses concurrents. Est-ce que c'est assez fiable? Est-ce que vraiment on se doit se baser là-dessus? Justement, du côté de Bing, au niveau des mots-clés, est-ce que vraiment on peut se baser là-dessus pour se lancer? Alors oui, parce que les moteurs de recherche performants vont donner un panorama complet de ce qui se passe sur Internet. Donc déjà, d'un point de vue externe, vous pouvez commencer par... Vous êtes par exemple vendeur de vélo dans le cas de Cyclab sur une région bien déterminée avec des produits techniques comme un vélo électrique type VTC. Il va tout de suite afficher en fait quels sont les annonceurs qui sont actifs en campagne. Donc ça vous donne tout de suite un benchmark gratuit et a priori exhaustif des marques concurrentes sur votre segment de marché. Et ensuite, une fois que vous avez lancé une campagne publicitaire sur mots-clés, vous avez accès à vos propres rapports sur Bing Ads, mais sur les autres plateformes également, qui vont vous donner une idée de qui enchérit sur un mot-clé, quels sont les mots-clés associés à votre propre mot-clé. Parce qu'une des difficultés quand vous faites une stratégie Internet, c'est de comprendre exactement comment les gens vous perçoivent. Et lorsque vous lancez une campagne de search, vous arrivez à comprendre que vous mettez en avant un vélo électrique, mais peut-être que les gens vont faire une requête légèrement différente. Et donc, on voit un petit peu quels sont les mots-clés les plus demandés pour comprendre quel est votre champ sémantique par rapport à votre produit et comment vous êtes perçu. Et du coup, quels sont vos points forts et vos points faibles. Vladimir, je crois que sur le positionnement perçu, il y a eu un travail spécifique avec... Ouais, carrément. Mais juste pour rebondir sur la logique des mots-clés et de suivre ses concurrents par rapport à ce qu'ils font, notamment en référencement payant, suivant leur campagne. Ce qui a été mis en place, et notamment sur BGA Vêtements, c'est même pas un outil, c'est de l'expérience. L'expertise aussi dans la logique on compare à offres comparables. Et pour comparer à offres comparables, il faut effectivement des outils pour voir qu'est-ce qu'il y a à comparer. Mais je prends l'exemple de BGA qui vend des marques certaines marques en quasi-exclusivité, où en fait on a un vrai travail humain de se dire est-ce que mon offre est réellement compétitive ou non? Est-ce que j'ai une vraie capacité à challenger mes concurrents sur tel et tel produit, telle et telle marque de manière récurrente? C'est vraiment un raisonnement permanent. Et c'est une expertise qui doit vraiment être finalement une culture d'entreprise pour la partie vente en ligne. Au-delà de ça, il y a une méthode de travail qui est importante qu'on fait appliquer à tous nos clients, qui est le plan d'animation commerciale, qui permet, je vois que certains en sont déjà venus à mon atelier ce matin, mais qui permet de définir une clé de voûte de l'activité et de piloter correctement ses propres campagnes. Et ce qui fait que les différents outils qui existent permettent d'ajuster par rapport à une ligne de conduite qui est donnée et de surtout pas raisonner au jour le jour ou en réponse systématique à la concurrence, mais bien dans une logique de je suis challenger d'une manière ou d'une autre, pas forcément en termes de prix ou en termes d'agressivité, mais bien dans une logique de je fais ce que j'ai à faire, ce que j'ai décrété via le plan d'animation commerciale, mais il n'empêche que je m'ajuste par rapport à ma concurrence avec différents outils qui aident à lancer des alertes et surtout avec l'expertise de se dire est-ce que là on me concurrence réellement ou pas.
Tu voulais compléter ? Oui, alors si je prends le cas par exemple d'une campagne d'affiliation pour un e-marchand, là la difficulté c'est qu'on a une multitude de leviers de diffusion. Quand on est sur un moteur de recherche sur le SEM, là il y a les outils que tu évoquais. Alors nous, voilà, quand on est avec des milliers de sites internet différents et avec des verticales qui sont assez nombreuses, plus d'une trentaine, ça va dépendre après des types de problématiques. Par exemple sur le secteur de l'emailing où on a une grosse demande de nos éditeurs, nous on a développé des outils en interne qui permettent de benchmarker finalement par rapport à la concurrence, de conserver tout l'historique, voilà. Et donc ça c'est des outils qui sont extrêmement puissants mais qu'on a en interne. Et après on a sur certaines verticales des outils plus light où on va regarder, où l'objectif de l'annonceur c'est finalement de regarder comment il va se positionner. Donc, comment il va se positionner déjà par rapport au marché des diffuseurs. Donc, est-ce que je gagne ou je perds en volume de diffusion? Bon, ça, c'est via la plateforme. Vous avez des statistiques et des systèmes d'alerte qui vous permettent de savoir. Et puis, on peut aller aussi plus loin pour connaître la part de diffusion qu'on a sur chaque éditeur. Où là, on va avoir certains e-marchands par rapport à des compétiteurs qui veulent savoir s'ils sont bien positionnés ou moins bien positionnés. Et bien évidemment, après, notre job à nous en tant que partenaires, c'est de les aider à être le mieux positionnés possible. Ok, merci à tous les trois. Donc on a vu un petit peu qui on avait en face de soi, les forces en présence un petit peu et comment elles se positionnent. Et maintenant, on va pouvoir placer nos pions et se dire justement sur telle ou telle gamme de produits, voilà comment je vais y aller. Est-ce que je vais y aller un petit peu en frontal? Est-ce que je vais essayer de contourner? Et maintenant, je vais pouvoir un petit peu construire mon mix de leviers. Vous savez que sur le e-commerce, il y a bien 7, 8, 9, 10 leviers différents. Certains qui sont même très spécifiques, comme les places de marché, les comparateurs, qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Donc voilà, j'ai mon budget. Et je vais maintenant pouvoir construire justement cette allocation. J'aimerais savoir un petit peu, vous, selon votre expérience, si on est, en évitant les généralités, parce qu'effectivement, on va dire chaque stratégie est unique, mais malgré tout, qu'on soit pure player ou cross-canal, qu'on soit marque ou distributeur, est-ce qu'il y a quand même, pour qu'on puisse repartir avec des grandes tendances et un petit peu des points de repère, est-ce qu'il y a quand même des nuances entre les deux et qu'est-ce qu'on peut retenir comme clé de répartition? Je pense. Alors, nous, on a modélisé ça sur 4 grandes étapes finalement. Il y a dans toute la chaîne de valeur finalement, à partir du moment où vous voulez avoir une stratégie web marketing, vous allez actionner un ensemble de leviers. Et on a donc ce qu'on a appelé d'abord les influenceurs, c'est-à-dire c'est des gens qui vont finalement vous amener les clients potentiels à s'intéresser à votre offre. Après, les initiateurs, c'est ceux qui vont informer les clients potentiels. Et puis après, il y a les passeurs. Là, c'est pour confirmer l'intention d'achat et le buteur, c'est pour conclure la vente. Donc, ces 4 grands, c'est de la modélisation, donc c'est jamais, c'est une façon de structurer les choses. Et finalement, après, la démarche, c'est associer à chacune de ces 4 grandes briques, donc influenceur, initiateur, passeur, buteur, comment on va utiliser les différents leviers à l'intérieur de tout ça pour avoir aussi une stratégie web marketing conforme à sa stratégie commerciale et à ses objectifs. Et là, souvent, c'est là qu'on commence à voir finalement des divergences entre des idées préconçues et le besoin. C'est-à-dire que très souvent, on se rend compte que, par exemple, il y a énormément d'e-marchands qui vont avoir un mode de fonctionnement last click. Et last click, je rémunère le buteur. Mais ils vont demander de l'influenceur. Alors là, c'est totalement incohérent. Et donc, c'est toute cette remise en cohérence qu'il faut faire dans son mix de leviers, c'est-à-dire comprendre comment on utilise chacun des leviers, comment chaque levier peut répondre finalement de façon efficace à ses besoins, à sa stratégie, et après, aller mettre l'argent là où ça répond le mieux à sa stratégie. Donc, mais très souvent, c'est vrai que nous, ce qu'on constate, et c'est logique parce que c'est notre métier à nous d'experts que de conseiller, de savoir structurer tout ça, c'est on voit finalement des approches qui reposent sur des idées préconçues. Je ne veux pas travailler avec un site de code réduction. Pourquoi? Parce que c'est un site de buteur, il arrive juste à la fin dans la conclusion de la vente. Oui, mais je veux absolument travailler au last click. C'est pas cohérent. D'accord. Donc il faut faire ce travail-là. Donc il faut faire ce travail-là Okay. de tout ce qui est gestion de l'ensemble de la chaîne de valeur et analyser comment on va utiliser chacun de ces leviers. Est-ce que sur l'offre de visibilité proposée par Bing, pareil, vous constatez des nuances entre ces 4 grandes catégories qui se croisent? Sur Bing, on est vraiment sur de la performance, puisque c'est du search engine marketing. Ouais. En termes de display, on propose plus en branding. On va proposer des solutions sur nos sites comme des services comme Hotmail, comme Skype sur Xbox. D'accord.
Ce qu'on voit, c'est que sur certains annonceurs qui vont d'abord commencer à communiquer sur un mot-clé, le search suffit. Si vous voulez commencer à communiquer sur votre marque et que vous avez besoin de construire votre marque, effectivement, une construction de marque passe plutôt par des leviers de type branding, soit en display classique, soit même à ce moment-là sur le offline. Et de plus en plus de marques Internet ont besoin d'exister sur des canaux plus traditionnels pour pouvoir ensuite générer des recherches qu'elles vont transformer sur le online. Tout dépend aussi, comme vous le disiez, de la maturité et du type d'annonceur que vous êtes et à quel niveau vous êtes dans votre développement et bien sûr du budget dont vous disposez. Je dirais que la performance est la première brique la plus essentielle, mais que si au fur et à mesure que vous accompagnez la croissance de votre société, il est intéressant de regarder un petit peu quels sont vos publics cibles et ensuite il y a plein de canaux pour les toucher. Je dois juste mettre un complément, c'est que moi je ferais, même si nous finalement tous les deux on est assez focus performance, c'est notre cœur de métier fondamental, moi je ne ferais pas une séparation forte entre performance et médias. Il y a une complémentarité, mais c'est le même débat, c'est comment j'utilise chacun des leviers au mieux de ma stratégie et de mon besoin aujourd'hui, demain et après-demain. Ah oui, notamment ce qu'on voit beaucoup, c'est de s'assurer que votre communication soit en interne, soit en externe, alignée entre ce que vous faites à l'extérieur et le off et le online. Un exemple, c'est quand vous faites des campagnes, une grosse pression de GRP en télé par exemple, il est important que votre campagne online et notamment search soit alignée avec les moments clés pour que vous apparaissiez bien dans les moteurs à ce moment-là. Et pour compléter ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que faut pas oublier qu'il y a de l'humain dans une vente, que certaines actions sont automatisables, et justement c'est le principe du digital, c'est de digitaliser certaines étapes. Peut-être qu'on peut avoir une étape tout le processus de A à Z qui est digitalisé, mais par exemple pour un pure player, ça peut avoir un intérêt d'ajouter l'humain à un moment où en fait il peut manquer le côté cross-canal. Et ajouter de l'humain, je prends l'exemple à nouveau de BGA Vêtements, parce que je suis quand même là pour parler d'elle. Il y avait un mix marketing de départ qui était relativement stable, et puis finalement elle s'est staffée en interne dans l'optique d'être de plus en plus présente, autant au téléphone que sur du contenu. Ouais. Parce que en fait, BGA Vêtements est bien un pure player, mais là où en fait il y a une vraie valeur ajoutée encore sur de l'humain, il faut le mettre dans ses équipes, justement. Il ne faut pas oublier ce côté-là, avec toujours une logique stratégique de se dire jusqu'où je peux automatiser certaines choses et à partir de quand j'ai besoin d'une interaction soit humaine, soit de manière peut-être beaucoup plus affinée pour soit améliorer la conversion, soit améliorer la fidélisation. Bon, tout ça, c'est très très intéressant. Merci Vladimir justement pour illustrer. Mais justement, j'aimerais que vous puissiez quand même nous donner des exemples un petit peu marquants sur certains secteurs d'activité. Je sais que c'est difficile de généraliser. Vous avez aussi de la confidentialité par rapport à vos clients, mais je pense que c'est aussi ce qu'attendent les participants, c'est d'avoir des exemples un peu plus concrets si c'est possible. En fait, alors pour rebondir sur la thématique de l'humain, et puis voilà, pour aller, ça dépend effectivement de chaque entreprise. Ça dépend aussi des secteurs d'activité. Si je prends 3 exemples. Merci. Secteur financier. Secteur financier, finalement, si on reprend influenceur, initiateur, passeur, buteur, finalement, sur le secteur financier, déjà, on ne peut pas faire la conclusion de la vente directement sur Internet, dans la plupart des cas, en tout cas. En France, il y a des problèmes de réglementation. Donc, on va plutôt être dans une phase de génération de contacts via le digital et après de transformation via un call center ou un rendez-vous physique ou des choses comme ça. Et donc, les leviers qui vont être utilisés sont plutôt des leviers, je dirais, de fin de chaîne, donc des leviers buteurs-passeurs avec de l'emailing, avec tout ce qui est génération de contacts, de façon à ce que finalement, on alimente en contact un centre d'appel ou toute une organisation et derrière pouvoir faire de la conversion. Si je prends maintenant le secteur de la mode, on va plutôt être sur un schéma un peu en V. C'est-à-dire qu'un e-marchand dans le secteur de la mode va d'un côté avoir un fort investissement sur le secteur des influenceurs parce que ça, c'est un pouvoir de recommandation par rapport à la marque, c'est un pouvoir, je dirais, d'influence, ça porte bien son nom, qui est extrêmement fort. Et puis, en approche performance, là, je ne suis pas en branding, je suis en pure performance, on arrive à avoir des résultats assez exceptionnels. Donc, là, on est totalement en amont. Et puis après, on a très souvent une deuxième problématique qui est plutôt passeur-buteur. Donc, comment faire en sorte qu'une fois que mon client a potentiellement envie d'acheter, là, je convertisse la vente.
Et là, c'est vraiment, j'investis sur le passeur-buteur. Donc, on est influenceur. L'initiateur, à la limite, on le laisse un petit peu de côté parce que donc c'est ce schéma en V. L'initiateur, lui, finalement, on est dans un acte d'achat qui est plus, on va dire, instantané. Il y a moins d'impact sur l'initiation. Et par contre, buteur, on remonte après en investissement sur passeur-buteur. Donc, vous voyez, sur secteur finance, on va être sur un investissement qui n'est pas d'influenceur et passeur-buteur. Dans le secteur de la mode, on va être plutôt sur un schéma en V. Et après, si je prends un troisième secteur, le secteur du travel, où là, on va être finalement sur une ligne d'investissement assez flat, parce que c'est des projets qui se préparent assez en amont, donc il faut de l'influence. Mais les initiateurs sont extrêmement importants, parce qu'ils apportent une dimension conseil, une dimension valeur ajoutée qui vient générer l'acte d'achat. Et après, peut-être qu'on va un peu moins investir. On va encore investir sur le passeur, mais un peu moins sur le buteur, parce que finalement, une fois que la décision est prise, là, le pricing, c'est plus là notre premier point dont on discutait, c'est-à-dire avoir un bon pricing par rapport à la concurrence et savoir bien gérer sur son site la phase finale de conversion. Ok, super, merci. Florian, quelques exemples, et si possible des exemples avec des contournements de Google, tant qu'à faire. Des contournements en stratégie de... Ouais, voilà, des clients qui ont pu construire un mix de leviers sans forcément passer par Google et puis réussir sur la durée. Est-ce que tu as des exemples à nous donner ? Je dirais que sur les e-marchands en tant que tel, en fait, il est assez difficile d'échapper, de pas d'échapper, mais de construire complètement en dehors de Google. Il y a par contre des alternatives pour aller beaucoup plus loin et pour diversifier ces canaux. Donc forcément, le moteur de recherche est le plus important. Et la première brique, si vous faites du e-marchand, il faut qu'on vous trouve sur Internet et il faut que vous puissiez qu'on vous trouve au bon moment lorsqu'il y a une requête affinitaire, en fait. Une fois, par contre, que vous avez effectivement mis au point votre stratégie sur Google, il y a tout un tas d'autres canaux alternatifs et incrémentaux. Bing en est un, bien entendu. Le emailing en est un autre. Et puis surtout, si vous ne pouvez pas construire votre marque exclusivement sur un moteur de recherche. Il faut ensuite la construire, comme je disais tout à l'heure, sur soit du branding, donc du display digital, soit sur des supports plus classiques de type presse par exemple, parce qu'il y a une notion qu'on voit beaucoup sur les e-marchands, on travaille beaucoup avec des annonceurs du secteur du voyage, il y a un besoin de réassurance très importante de la part des clients. Ils ont besoin de voir que c'est une marque qui existe avec quelqu'un en face d'eux à qui parler. Donc soit on est sur vraiment quelque chose de très discount, auquel cas la marque importe peu, c'est que du transactionnel, on veut le prix. Mais beaucoup d'annonceurs dans le travel font aujourd'hui du voyage sur mesure avec un panier assez élevé. Et eux, ils ont besoin de construire une marque rassurante. Et du coup, des leviers plus traditionnels les aident à faire cela. Il y a quelques prises de position assez radicales aussi sur le référencement naturel, sur le SEO, qui est devenu très compliqué, qui demande des lourds investissements. Certains gros marchands commencent à dire... Voilà, nous, on s'en occupe plus, c'est devenu beaucoup trop complexe. Ceux qui démarrent parfois se disent ce genre de choses. Qu'est-ce que vous en pensez en particulier sur cette partie SEO, très rapidement ? Juste sur le SEO, il faut se mettre aussi, si vous mettez du côté de celui qui cherche, pour donner la réponse aux utilisateurs, donc les moteurs, les informations à traiter sont de plus en plus importantes. Il faut se rendre compte que les datas générées aujourd'hui par rapport à ce qui était encore il y a 5 ans, c'est quelque chose de tout à fait exponentiel. Et donc il est logique qu'il y ait des investissements importants dans des serveurs, dans des algorithmes, et du coup que les règles soient toujours un petit peu plus compliquées. Cependant, pour que justement, lorsque vous tapez une requête, on a tout de suite de bons résultats. Donc parfois, les règles du SEO imposées sont difficiles et ce n'est pas toujours apprécié. Cependant, c'est relativement transparent également. Donc le plus important, c'est d'être très simple et aujourd'hui, surtout d'être le plus mobile friendly, parce que ça vous oblige à trouver cette simplicité. Et si votre site arrive à bien tourner en format mobile, c'est qu'en général, il est assez bien fait et donc capable d'être très bien référencé assez naturellement. Et tout dépend de la taille de son catalogue aussi. Aussi, mais c'est pour ça qu'il y a des solutions de type shopping et avec des flux marchands. Donc Bing a lancé son Bing Shopping il y a quelques mois en France et qui permet d'intégrer dynamiquement en fait, un flux marchand à l'intérieur d'un moteur de recherche de façon dynamique et visuelle, ce qui est très important. Ok. Je pense qu'il faut tordre déjà... il faut tordre le cou à une idée préconçue qui est que le SEO c'est gratuit. Non, ça coûte cher, c'est beaucoup d'investissement, c'est
un investissement permanent et avec des règles du jeu qui changent en permanence, globalement. Donc, ce n'est pas du tout gratuit, c'est un effort permanent, ça a un coût, et ça doit être considéré finalement comme un des leviers de votre stratégie web marketing, avec donc derrière du coup des prises de position qui peuvent être dans certains cas radicales, mais c'est assez légitime, parce que quand vous voyez que du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver passer de la première position à troisième page, même deuxième page, c'est déjà suffisant. Donc quitter la première page du jour au lendemain, tout simplement parce que Bing ne le fait pas. Parce que Google a décidé que ce serait comme ça maintenant et que ce n'était pas autrement. Tous les investissements que vous avez faits sont potentiellement remis en cause. Ils ne sont pas forcément achetés à la poubelle, mais ils sont potentiellement remis en cause. Donc, c'est un levier qui est extrêmement risqué. Et donc, du coup, n'investir que sur le SEO, c'est une erreur, je pense, vraiment majeure. Il faut le considérer comme un des leviers du mix. Et ce n'est pas forcément le moins coûteux. C'est même bien souvent le plus coûteux, parce que c'est très très difficile d'avoir du trafic naturel, c'est très difficile d'être bien positionné, et plus vous voulez monter, plus ça coûte cher, plus c'est de l'énergie et du temps. Le grand danger, c'est de ne regarder que le temps qu'on va avoir en interne, ou quand on a un prestataire externe, on sait que ça coûte et on s'en rend compte tout de suite. Mais quand on le fait en interne, en fait, c'est un coût caché qui peut être énorme. Oui, tout à fait. Merci. Vladimir, très rapidement et très concrètement, pour finir sur le mix de levier, et notamment par rapport au SEO, chez BGA Vêtements, chez Cyclable ou chez d'autres, quel est ton point de vue? Alors, pour le SEO spécifiquement, pour prendre l'exemple de BGA Vêtements, il n'y avait pas les moyens d'investir là-dedans via un externe. Parce qu'il y avait d'autres priorités sur ces dernières années. Il n'empêche que la priorité a été mise en interne sur le côté merchandising, donc tout ce qui est contenu du site. Et le fait de le travailler avec une stratégie SEO gérée en interne permet déjà finalement de non pas réduire les investissements, mais au moins de pérenniser la chose. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un one-shot, on est bien sur une culture d'entreprise. Donc avec une pérennité dans ce travail-là. Mais au-delà de ça, pour simplifier et raccourcir ma réponse, le référencement, ça reste pour beaucoup de nos clients une des clés de voûte de l'acquisition, mais ce n'est pas vécu ni défini comme le levier prioritaire. Ok, juste peut-être pour conclure là-dessus. Ouais. Un petit point, c'est que souvent, un e-marchand, il se dit, je vais d'abord commencer à travailler mon référencement naturel pour pouvoir générer des ventes. Oui. Et il y a une dimension temps qui est très forte. C'est déceptif souvent. Alors que finalement, il y a plein d'autres leviers qui vous permettent déjà d'enclencher le business et peut-être là de pouvoir financer vos investissements sur le SEO. Pour finir là-dessus, si je devais retenir un petit peu une synthèse de ce que vous venez de nous dire, déjà de dire pas tous les œufs dans le même panier, ne pas se rendre dépendant d'un seul levier, ça me paraît être la base. Et puis la deuxième chose, j'ai quand même retenu aussi beaucoup de test and learn, de dire voilà, on a fait des hypothèses, on les met en pratique, et puis après on ajuste. Mais c'est après un petit peu l'essence du web lui-même. Hein. On va essayer de très rapidement, avant de passer aux questions, aborder le troisième sujet, qui est un petit peu le corollaire, c'est-à-dire comment on se sert de toutes les données accumulées via les leviers, via son site, pour prendre des décisions. Voilà. Est-ce que très concrètement, tous les trois, vous pourriez nous donner pareil, des trucs, des exemples sur ce sujet-là? Je commence juste brièvement là-dessus. C'est quand vous faites des campagnes search, et notamment en acquisition de trafic, utilisez les données disponibles dans les rapports qui sont en fait extrêmement riches et qui vont vous donner une idée, par exemple, tout simplement de où se situent vos acheteurs, dans quelle zone, quel âge ont-ils, est-ce que c'est des hommes et des femmes. Et donc, ne serait-ce que ces informations-là sont extrêmement intéressantes pour pouvoir affiner et aller plus loin dans vos campagnes. Donc, exploitez au maximum les informations de vos campagnes en toute simplicité. D'ailleurs, j'avais une question pour toi, Florian. Tu nous disais que femmes et jeunes étaient particulièrement sensibles à la personnalisation, qui était un élément clé pour le rachat. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, malheureusement, mais c'est un sujet super intéressant. Alors, femmes, je vois à peu près de quoi il s'agit. Et jeunes, c'est quoi à peu près la catégorie que tu mets derrière ? Alors en fait, Microsoft, il y a 2 mois, a commandé une enquête sur le e-commerce à l'IFOP, à l'Institut de sondage et de recherche. Et en fait, on a découvert un certain nombre d'informations, donc on peut parler ensuite. Mais effectivement, notamment sur tout ce qui va être la personnalisation est particulièrement importante pour ces 2 tranches de population.
Notamment, en fait, les incitations marketing personnalisées sont des éléments moteurs pour visiter un site, notamment pour les femmes, donc ça c'est simple, et pour les jeunes qui sont compris entre 18 et 24 ans. D'accord. Donc vraiment des offres qui leur sont, qui leur sont adressées et spécifiques. Ok, c'est clair. François, alors tu nous parlais de lifetime value, donc peut-être nous expliquer un petit peu comment le mesurer, et de contribution marketing. Ouais. Est-ce que tu peux développer rapidement là-dessus? Alors en fait, voilà, avant de regarder quelles sont les données finalement qui vont vous permettre de prendre une bonne décision, je pense que la question fondamentale, c'est comment on mesure. Et aujourd'hui, finalement, si je reprends donc toujours mon schéma, les influenceurs, les initiateurs, les passeurs, les buteurs, on voit qu'il y a tout un ensemble d'inputs qui sont faits sur le futur client avant qu'il enclenche son acte d'achat. Et le grand problème aujourd'hui, c'est qu'on fait une confiance aveugle à des outils qui vont mesurer juste un élément, alors que c'est l'ensemble de la chaîne de valeur qu'il faut mesurer. C'est-à-dire que votre client qui a fait un achat sur votre site internet, il a fait un achat parce qu'il a reçu un impact publicitaire ou N impact publicitaire de la part de ses différents influenceurs, après de la part de ses passeurs, il est passé sur Bing, peut-être sur Google, sur tel autre levier, et finalement c'est l'ensemble de ces impacts qui fait que le client est venu acheter chez vous. C'est un peu comme si vous disiez, voilà, je ne fais que de la publicité sur M6 parce que je ne tiens pas compte des impacts de la publicité sur M6 dans les journaux et sur le reste. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc il faut mesurer l'ensemble. Et ça, finalement, c'est la fin du last click pour passer au contribution marketing. C'est-à-dire qu'on analyse l'ensemble des inputs qui sont faits sur le consommateur. Et derrière, on va calculer finalement la valeur ajoutée de chaque levier par rapport à sa stratégie. Et c'est là qu'on bascule vers le contribution marketing, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'analyser la création de valeur ajoutée propre à chaque levier publicitaire, de façon à allouer les bons budgets sur chaque levier. Et ça, c'est lié à votre stratégie, à vos options aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire des arbitrages. On peut avoir, comme je l'évoquais tout à l'heure, une stratégie où on investit d'une part sur les influenceurs, d'une autre part sur les passeurs, parce que c'est les deux actes clés d'achat qu'on a identifiés par rapport à son profil de clientèle. Donc ça, c'est fondamental. Après, sur ta deuxième question, c'était sur la partie... Lifetime value. La lifetime value, voilà. Ce qui est aussi important, c'est que votre client, une fois qu'il arrive chez vous, il y a tout un travail de fidélisation qui va faire et qui va faire qu'on va basculer aussi d'une notion de coût d'acquisition et une notion de lifetime value. Donc coût d'acquisition, c'est j'ai une vente, combien ça m'a coûté pour générer cette vente, mais ce client-là, il va revenir chez moi potentiellement, je vais en mener tout un ensemble d'actions pour qu'il fasse du réachat, qu'il revienne sur mon site, et à partir de ce moment-là, je peux calculer une lifetime value, c'est-à-dire c'est le cumul de l'ensemble des achats qu'il va faire pendant sa durée de vie. Donc il y a deux éléments, c'est sa valeur et sa durée de vie, et ça va vous permettre de basculer aussi d'un mode de fonctionnement où vous êtes sur un coût d'acquisition versus finalement un coût de lifetime value. Et si on amortit son budget, son investissement là-dessus, c'est moins douloureux en deuxième lecture. Voilà, si vous avez globalement une lifetime value de clients qui vous génère 100 euros, là où votre première vente vous génère 20 euros de marge brute, forcément votre coût d'acquisition il peut être mieux fabriqué, mieux construit. Après, je ne dis pas qu'il faut tout mettre sur uniquement, voilà, si vous avez en gros votre marge sur la première vente elle est de 20 euros, mais votre lifetime value vous génère 100 euros de marge brute, vous n'allez pas forcément payer 20 euros la première vente, mais vous allez optimiser votre modèle et optimiser votre génération de marge, et puis faire aussi le travail en amont où vous allez travailler la fidélisation de votre client, parce que c'est là où vous augmentez votre lifetime value. Et donc ce ne sera pas forcément les mêmes mécanismes pour un vendeur de fleurs ou un vendeur de pneus. On va partir sur d'autres rythmes de réachat. Merci à tous les trois. On va garder les 5 dernières minutes pour dialoguer avec la salle. J'espère qu'il y a des questions, notamment de marchands, puisqu'on en manquait cruellement aujourd'hui. Alors, qui a une petite question à poser sur ces sujets de stratégie web marketing ou sur des points que vous voudriez éclaircir auprès de nos intervenants? C'est jamais facile la première question. Après, c'est plus... Personne. Bon, alors on va peut-être juste finir rapidement, à moins que quelqu'un change d'avis, se lève à tout moment, qu'on parle rapidement justement pour le cross-canal, du rôle des magasins et notamment souvent ce qui arrive dans les entreprises traditionnelles, comment j'arbitre par rapport à mon réseau de distribution. Donc vous avez une phrase chacun à nous dire là-dessus, mais c'est vrai que souvent c'est quand même un point très important qui peut bloquer chez les e-commerçants qui viennent d'entreprises traditionnelles. Tu veux commencer ? Florian ? Alors, on est moins
étant sur le search engine marketing, les magasins physiques sont moins dans mon expertise. La seule chose que je vois, c'est qu'au sein de Microsoft, on essaie d'accompagner les magasins pour digitaliser l'expérience d'achat et qu'on voit beaucoup de marques très grandes ou plus modestes qui viennent chez nous pour voir un petit peu comment rendre une expérience digitale, comment digitaliser en fait le trafic en magasin à travers des puces intelligentes, à travers des animations, à travers des trucs RFID. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, auquel il faut beaucoup réfléchir, et notamment ce qui va ensuite être prolongé sur le mobile. Donc, digitaliser votre magasin. Je crois que tu voulais en parler, François, du cross-device. Oui, exactement. Donc, pour moi, il y a deux grandes questions. C'est le cross-device et le cross-canal. Le cross-device, clairement, aujourd'hui, en fait, on va cibler un individu, on va cibler un consommateur, et il y a forcément énormément de points d'entrée. Il y a le smartphone, il y a la tablette, il y a l'ordinateur. Tous ces points d'entrée sont autant de modes d'usage différents, de modes d'impact différents. Et donc ça, il faut savoir les utiliser de façon liée, c'est-à-dire qu'on peut très bien arriver à avoir une action d'influenceur peut-être sur une tablette, après avoir une action de passeur ou de buteur sur ou de passeur sur un smartphone, et puis finalement le client va aller buter sur son ordinateur parce qu'il trouve un plus grand confort d'achat ou de choses comme ça. Donc ça, c'est des questions qui sont aujourd'hui, pour être totalement transparent, pas complètement traitées par les acteurs de marché. On est dans le changement. Voilà. Nous, on a mis en place notre solution cross-device. On est en train de fusionner nos plateformes. Et c'est des éléments qui vont arriver dans les prochains mois, qui vont permettre finalement de gérer en fait toute cette chaîne de façon transparente. Après, sur le cross-canal, on est dans la même problématique. C'est-à-dire que le consommateur, il utilise aussi bien différents devices qui va utiliser différents points d'entrée pour venir acheter chez vous. Donc, à partir du moment où vous avez des magasins, je dirais il faut que l'utilisation cross-canal soit totalement transparente. Après, avec des expériences utilisateurs qui peuvent être différentes, avec des approches de valeur ajoutée qui peuvent être différentes, mais il ne faut pas oublier que je crois que c'est avant de faire un achat en magasin, maintenant il y a plus de 60% de recherches qui sont faites sur un mobile. En ligne, ouais. Donc je crois que c'est même 80%, j'ai plus le chiffre exact, mais de mémoire c'est 80%. Donc un acheteur dans un magasin, dans 8 cas sur 10, il fait une recherche sur son mobile avant d'acheter chez vous. Donc on ne peut plus négliger ce levier-là. Et donc, forcément, après, il y a tout un ensemble de solutions marketing, publicitaires qui sont là pour répondre à ces besoins. Qui sont en train de mûrir dans les années qui viennent. Vladimir, le mot de la fin sur des clients type Cyclab qui ont un réseau physique de magasins. Comment ça se passe, notamment tout bêtement, pour arbitrer une vente qui vient du web ou inversement, un client qui veut finir son achat sur le web alors qu'il est arrivé en magasin? On ne va pas se leurrer, des fois, c'est pas possible. Faut être très pragmatique. En fait, on est sur une maturation en cours sur ce sujet-là de la part des commerçants et des distributeurs. Mais globalement, on est effectivement confronté à ce problème-là d'attribution. Ce qui est sûr, c'est que déjà, il faut au moins changer d'école et plus raisonner un objectif par canal, mais au moins un objectif commun avec une logique commune et cross-canal. Voilà. J'ai une petite anecdote, c'est que l'autre jour, j'étais dans un magasin. Et le gars, il me dit, c'est le même prix que sur le site internet. Il a l'air tout fier. Ouais, ça y est, enfin, on est au même prix que sur le site internet. C'est la base. Ouais. Là, on pourra en faire toute une conférence sur ce sujet-là. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous trois. J'espère à bientôt, peut-être cet après-midi, pour poursuivre un petit peu la discussion. Et puis, bonne chance pour vos stratégies web marketing. À bientôt. Merci. Bonne journée. Merci.